Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Brigade. Oui, je prends ma voix un peu de crooner. De connard ? De crooner, pardon. Aujourd'hui, on va parler de Blade Runner, film mythique, sorti en 82 de Ridley Scott, avec évidemment Harrison Ford, le grand Harrison Ford, et Rutger Hauer. Sean Young. Mais pour parler de ce film, j'ai les trois meilleurs connaisseurs de ce film. Meilleurs répliquants. Les meilleurs répliquants qu'on m'a donné de connaître. Seb, ça va ? Bonjour. Voilà, un vrai répliquant. Vraiment, il a rien dans le regard, c'est vide. Un gros vin. Réplique con. Ouais. Seb, ton actu ? Je vais prendre des cours d'anglais. Ah, pour regarder Blade Runner en anglais. Ah d'accord. Voilà, Parce que c'est tu mon l'as objectif pas vu de en vie. français. C'est un objectif de vie. Voilà. D'accord. Ok, très bien, très bien. Tout va bien ? Oui, tout va bien. Merci d'être là. J'ai pas mal à la tête, moi. Non, moi, oui. J'ai un peu mal à la tête. Pado. Il voulait le cacher. Pado, bon. Ça va, toi ? Parce qu'on a tous les deux mal à la tête. Moi, j'ai pris 2 Dafalgan, ça va mieux. Ça va, tout va bien, merci. Parfait. Mon actu, j'ai mangé une caillette à midi. Ouais. Ah, petite caillette, on se fait plaisir. Caillette, c'est très bon. Ouais. Donc voilà, je vous conseille d'essayer les caillettes. Si Pado fit la caillette. C'est Kevin qui met des caillettes dans sa vie. Oh là là. Ah là là. Ça commence. Il faut faire comme avec les gosses, ouais. Un peu, tu sais, ne pas les calculer. Bon, allez, ça va, Vince ? Ça va, très bien. Ouais. En ce dimanche pluvieux. Ouais, un peu dégueulasse, ouais. C'est vrai. Mais bon. On est dans le thème. On est dans le thème, exactement. C'est ce que j'allais dire. Donc, premier événement première partie de cette. Je vais galérer le jeu de ouf. Un événement direct. C'est un événement. Hein. Chaque émission est un événement. C'est vrai. Mais première partie, c'est la découverte de ce film. Et donc, comme d'habitude, je vous demande quand vous l'avez découvert, où, comment. Avec qui ? Et oui, avec qui surtout. Oui, peut-être Seb. Alors quand, je sais pas. D'accord, il n'y a pas de date. Je me rappelle pas du tout. Bah, pas au cinéma parce que tu n'étais pas né quand il est sorti. Non, je vais pas sortir de blague sur ça, mais je dis. C'est 82, c'est ça la sortie ? Ouais, 82. Non, 82, j'étais pas né. Moi, comme tous les films tous les films de science-fiction, les grands classiques, je l'ai vu avec mon père. Mmh. Et mon père qui était déjà fan de Kadik, donc c'est lui qui m'a montré le film. Et j'étais dans une phase à l'époque où il y a une vingtaine d'années, où j'étais dans une phase où je regardais 5-6 films par jour. Ouais, une dépression quoi. Non, j'étais sur 5-6 films par jour, j'avais des thèmes, c'était soit par réalisateur, soit par typologie de film, et du coup j'avais regardé Blade Runner comme ça. D'accord, et choc ou tu as mis du temps à apprécier Non, moi j'ai apprécié tout de suite, j'appréciais tous les films que je sélectionnais à regarder, donc il y avait rarement des films que j'aimais pas. Mais non, c'était j'ai toujours eu une période un peu anticipation SF où je me suis toujours un peu épanoui là-dedans. Donc, bon, après, gros fan de SF, comme on peut le distinguer sur ton pull. Ah, j'avais pas vu. Alors, j'ai pris le premier truc qui venait. D'ailleurs, Neo Tokyo, inspiré de la ville de Blade Runner. De Los Angeles. Pado ? Ouais. Pas au Cinoche non plus ? Non, je t'ai pas né non plus. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Toi qui est la légende en fait, qui est un peu le plus vieux, le doyen. Même si ça se voit pas forcément physiquement. Non, c'est vrai. Vous pouvez le constater derrière vos écrans. Clin d'œil. Et malgré une gueule de bois, donc c'est encore plus. Quelques petites cernes, j'imagine. Mais du coup, non, moi je l'ai découvert. Alors c'est en 2 temps. 2 temps, 3 mouvements chez ma grand-mère. La faire. Il y a, je pense, il doit y avoir bien
allez, je devais avoir, je pense, 12 ans. Ouais. C'était il y a un moment. Et en fait, je me rappelle, dans ma chambre d'enfant chez ma grand-mère. Donc bon, j'avais ma PlayStation, ma télé, tout ça. Et je me souviens que je regardais un film où j'étais en train de regarder. À l'époque, je lisais beaucoup les livres de NBA, genre 5 majeurs, tout ça. Et je sais que j'étais en train de regarder un livre où et du coup, je zappais sur la télé en même temps, mais je regardais rien en particulier. Et d'un coup, je tombe, je me rappelle encore aujourd'hui, sur quelle scène du film. C'est la scène où il descend dans les bas-fonds pour chercher en fait d'où vient l'écaille qu'il a trouvé, tu vois. Et en fait, je zappe, je tombe sur ce type qui est en train de marcher donc dans une espèce de. Tu connaissais déjà Harrison Ford? Non, Harrison Ford, oui, mais voilà. Je connaissais pas le film. C'est une scène d'exposition un peu de l'ambiance. Ouais, en fait, tu le vois. Je vois direct ce type qui marche dans une espèce de bas-fond, mais en même temps, tu vois, futuriste. Je vois les décors des gens, je vois les lumières et tout. Et de suite, pourtant, j'étais gosse, tu vois. Et j'ai été happé par le truc, tu vois. Et en fait, de suite, je regarde. Je me rappelle, j'avais Télé 7 jours à côté, à portée de main. Je regarde, je vois Blade Runner et tout. Et direct, en fait, le nom déjà me donne envie de regarder. Tu vois, Blade Runner, je trouve que c'est un nom qui te donne envie, tu vois. Et Harrison Ford, que moi je connaissais d'Indiana Jones, de Star Wars, donc je le vois là. Donc je dis putain, c'est quoi ce film? Je lis le synopsis et en fait. Je me dis putain, mais je vais quand même me le gâcher si je regarde, mais je suis quand même obligé de le regarder un peu, tu vois, mais j'avais raté le début en fait, donc déjà une claque, tu vois. Je me dis ce film il m'a marqué, tu vois, et je me dis il faut que je le revoie dans de très bonnes conditions. Et je me souviens de l'avoir revu après chez moi en VHS, parce que ma mère avait beaucoup de VHS, tu vois, elle collectionnait, et donc je l'ai revu tranquillement en VHS, et là j'ai pris vraiment toute la dimension du film, et je me suis dit, enfin ça m'a marqué, on va dire vraiment, c'est émotionnel, tu vois. Mais on peut le dire, c'est un de tes films préférés. Moi, c'est un de mes films préférés, et je peux peut-être dire même mon préféré, mais bon, après il y a tellement de. Ouais, c'est dur d'avoir. Mais non, mais je pense que vraiment il fait partie de. Avec Le Bon, la Brute et le Truand, on est sur peut-être. Mais Blade Runner, il y a un truc en plus, tu vois. Et voilà, donc je l'ai découvert par hasard. J'ai été scotché à la première image. Ce n'est jamais un hasard. Si c'est devenu ton film préféré, c'est que c'était. Non, mais c'est un tout. Ce film, c'est un tout. Il y a tout qui me parle, la musique, l'ambiance, les acteurs. Bon, voilà. On y reviendra. Voilà, j'étais un peu long, mais. Non, c'est très bien. Au moins, c'est précis. Pardon. C'est précis. Vincent? Bah écoute, j'ai pas de souvenir particulier de quand je l'ai vu, à quel moment. Mais après, j'ai une période, en gros, au collège où j'ai regardé on va dire de 14 jusqu'à 18 ans, 20 ans, tu vois. Grosse période collège, hein. Non, mais je veux dire. Non, c'est très dur. Non, mais très dur. Ouais, j'ai redoublé 8 fois. Non, mais en gros, à partir du collège, j'ai commencé à regarder beaucoup de films, et un peu comme toi, tu vois, j'ai fait 5-6 films par jour pendant les vacances d'été, tu vois. Et Blade Runner faisait partie de cette liste, mais j'avais pas. J'ai pris ton anecdote. C'est ça. Il avait pas d'idée. Je reprends. Je suis un répliquant. Quand on a implanté les souvenirs de scène dans la tête de Vincent. Non, le seul truc, moi j'ai toujours aimé la SF, et c'était une période où j'avais lu 1984, et du coup j'étais vraiment dans ce truc de SF et tout. Orwell. Ouais, tout à fait. Et le seul truc, c'est que je trouve que généralement la SF c'est très lourd, surtout en littérature, tu vois, c'est très complexe. Il y a Le Meilleur des mondes aussi de Aldous Huxley, qui est vachement complexe, très technique et tout, un peu comme des moments dans Blade Runner où t'as le fameux monologue au début de Roy Batty qui est hyper technique. Oui. Du coup, tu peux lâcher vite prise, et à partir du moment où tu comprends un peu les enjeux du film qui en fait partent de l'humanité, ben là ça te parle beaucoup plus, et t'es plus dedans, tu vois. Et je pense que c'est un film qui se revoit plusieurs fois pour comprendre plusieurs couches. Et à 15-16 ans, tu comprends pas tout. Mais c'est ça en fait, c'est ça qui est bien. Disais, vous l'avez découvert vachement jeune en fait, et je me dis que moi je l'ai découvert, j'avais déjà une vingtaine d'années. Donc déjà l'approche est différente, je pense. Bien sûr. Et surtout parce qu'il y a énormément de messages dans ce film, de messages sur l'humanité, comme tu disais. Et puis en fait il y a beaucoup de poésie. Ah ouais, clairement. J'ai trouvé énormément de poésie, parce que là je l'ai revu récemment parce que ça fait longtemps que je l'avais pas vu, et j'ai trouvé beaucoup de poésie, les dialogues. Alors moi je les ai vus en doublage français, qui est très bien d'ailleurs, en plus qui a été amélioré forcément, parce que j'ai vu le Final Cut, sachant qu'il y a plusieurs versions, mais Seb tu nous l'expliqueras dans pas longtemps. Et du coup j'ai trouvé vraiment
très poétique ce film et c'est SF, mais quand même il y a un truc de la Renaissance, tu vois, de ce genre de truc. Je sais pas, après c'est un avis personnel, mais moi ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est le côté proche de notre futur entre guillemets, tu vois. C'est pas il y a pas des comment dire, c'est pas du space opéra, donc c'est terre à terre, tu vois. Voilà, c'est réaliste. Pourtant c'est futuriste, mais c'est réaliste, tu vois. Tout est dans le film, le roman d'anticipation, la nouvelle d'anticipation, c'est exactement ça. C'est ce qui pourrait arriver de la société en analysant la société actuelle. C'est ça. Et quand on voit aujourd'hui le film et qu'on le compare avec la réalité qu'on vit aujourd'hui, on se dit qu'à l'époque, Scott, quand il a réalisé le film, et quand il a été écrit dans les années 60-70, on n'est pas si déconnant que ça en fait. Non, parce que il y a pas, comme tu dis, c'est pas space opéra, c'est pas t'en mets plein la vue avec des gadgets partout et tout. Non, et puis finalement c'est très noir. Il y en a des gadgets, mais c'est les gadgets qu'on a aujourd'hui. Oui, voilà. Je veux dire, à un moment donné, il texte, il dicte un rapport à l'oral. Aujourd'hui, tous les cardiologues, les médecins font ça. Donc, il y a un FaceTime aussi à un moment donné sur bien sûr. Mais en fait, ce qui est bien aussi, c'est que l'univers est d'une cohérence inouïe. Et surtout, le film, en très peu de temps, les enjeux, l'intrigue, en fait, c'est très très facile à suivre parce que c'est bien expliqué. Pourquoi la ville est dans cet état, pourquoi les gens essaient de quitter la terre à cause de la pollution. En fait, tu comprends tout ça très vite. Tu n'as pas forcément besoin de milliards d'explications. Oui, voilà. Et en fait, tout est cohérent dans le travail sur le décor. Moi, je trouve c'est exceptionnel. Le rendu de la ville. D'ailleurs, je pense à l'époque, pour l'époque, ça avait jamais été fait et tout le monde derrière s'est inspiré de ça pour créer une ville futuriste en même temps. Oui, c'est vrai parce que beaucoup de films s'inspirent de Blade Runner. Oui, films SF. C'est surtout moi, ce qui me plaît dans ce film, c'est le mélange des genres qui est parfaitement dosé, c'est-à-dire le film néo-noir donc le polar à l'ancienne. Complètement. Descartes, c'est un inspecteur privé. Il a dit de toute façon Scott, il voyait Humphrey Bogart. Tu vois. Et ça, dans un monde donc d'une noirceur assez intense. Et je trouve que ça se complète bien parce que même si on est dans le futur. En fait, tu as l'impression que le film pourrait se passer très bien dans les années 50 dans les bas-fonds de New York il y a une inspiration déjà et ça rend très bien, je trouve. Voilà, je trouve que même comme tu disais, il n'y a pas beaucoup il y a quelques petits gadgets disséminés mais qui sont tous pertinents, ça n'en fait pas trop, c'est pas inimaginable. Bon, après en 2019 on s'aperçoit qu'il n'y a toujours pas de voiture volante ni de répliquants, mais je pense que déjà l'intelligence artificielle, tu vois, déjà même si on est loin de Roy Batty, mais autant dans 100 ans peut-être que c'est ça. Alors, après il y a une grosse question sur l'environnement aussi, sur une question écologique traitée dans ce film, et à l'époque c'est avant-gardiste. Il y a un truc qui est très intéressant dans le design justement des décors, etc. C'est que ils sont partis du principe où justement à l'inverse des space opéra où tu vois des trucs ultra cliniques immenses, des bâtiments de fous volants, enfin souvent blancs, voilà, très justement clinique, tu vois. Ils se sont dit en fait les humains ils auront pas la capacité ni financière pour entretenir ce genre de bâtiments, et du coup au lieu de tout détruire pour reconstruire derrière, en fait ils vont implémenter des trucs sur les bâtiments, tu vois. Et donc tu vas avoir un vieux bâtiment, ils vont refaire l'intérieur pour en gros sur des vieilles bâtisses avec du neuf, tu vois. Et du coup ça rend un truc un peu sale, sale, tentaculaire, tu vois, avec des trucs qui est accroché en plus. L'appartement de J.F. Sébastien, c'est d'ailleurs c'est un monument de l'architecture baroque, c'est un vieux building. Donc ça a beau se passer en 2019. Après, la ville, elle est à l'image de ce que veut apporter aussi le film, c'est-à-dire l'humanité qui pourrit. C'est ça. Et donc la ville pourrit en elle-même. C'est moisi, il pleut tout le temps, c'est humide, c'est noir, c'est sale, c'est crade. Il y a aussi il y a une grosse thématique plus dans le livre.
que dans le film, mais sur les animaux et la disparition des animaux. Parce qu'il n'y a plus aucun, ou alors il y a des petits rêves dans le film, mais c'est apparemment, bon, il y a quasiment plus aucun animal vivant sur la planète, à part peut-être, je pense, parce que les insectes. Non, il laisse supposer qu'il en reste, mais que c'est devenu rarissime, et que même une copie est hors de prix, mais qu'un vrai animal, c'est comme tu dirais, tu vois une licorne. D'ailleurs, dans un rêve de licorne. Tu vois, c'est Tyrell, le fondateur, c'est ça? Ouais, Eldon. Ouais, et du coup, il a une chouette. Tu vois, mais il pose la question parce qu'au début, il dit c'est une vraie, et même il y a une lueur dans l'œil du. Mais même pour Tyrell, elle qui est sûrement la personne la plus riche de trucs, elle dit que même tu comprends que même pour lui, c'est impossible d'en avoir une vraie. Bien sûr. Une chose comme ça est réservée qu'à l'élite. Très cher. C'est ça. Ah oui, non mais. Il y a un truc aussi au niveau architectural qui est vraiment incroyable. C'est t'as un aspect presque, enfin t'as des pyramides quoi. T'as à un moment donné, c'est le bâtiment de la pyramide de Tyrell. Ouais. Enfin t'as vraiment pour les fondateurs T'as une notion de civilisation. Tu vois, ça montre la mégalomanie aussi de. Oui, voilà, c'est ça. Qui se considère comme un dieu d'ailleurs. Alors après, par contre, sur le coup de la pyramide, on est clairement sur quelque chose de très significatif, et l'ouverture du film entre la vision, l'œil qui reflète à la fois la ville pourrie, en flammes, un peu rebelle, et cette pyramide-là, on est carrément sur la symbole des francs-maçons et l'œil de la Providence, qui est le dieu, la surveillance de l'humanité. C'est voulu ça? C'est voulu, c'est clairement voulu. L'œil d'ailleurs, ça serait l'œil de Tyrell, parce que c'est lui en fait qui a. Je crois que c'est l'œil de Roy Batty. Ouais, je pense aussi. Il y a beaucoup d'interprétations possibles, mais si on prend la thématique de cette vision-là, c'est-à-dire la symbolique de l'œil de la Providence, la surveillance de l'humanité, on est sur Tyrell qui est en fait le dieu. Aujourd'hui, c'est pour ça la pyramide d'ailleurs. La plus grosse industrie, la plus grosse corporation, comme on pourrait la voir dans plusieurs livres de Kadik, avec notamment quand il explique que Disney est le président du monde. Quand on fait l'amalgame aujourd'hui, Disney est une compagnie qui gère le monde, qui influence le monde. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on voit même pas de maire ou de politique finalement dans le truc. C'est dirigé par l'argent, c'est dirigé par le pouvoir, et voilà, c'est exactement ça. Et donc là, on est sur cette version là, et puis après il y a toute la question de le reflet de l'âme par l'œil. On reconnaît les réplicants par les yeux, on leur fait le test au niveau des yeux. Il y a cette petite lumière qu'on en parlera tout à l'heure, mais pour reconnaître les réplicants, il y a un truc autour de l'œil, c'est sûr. Oui, et c'est très axé sur l'œil. C'est la fenêtre de l'âme, et ça ils veulent vraiment le mettre bien sûr, en valeur. Parce qu'en fait tout l'enjeu du film, c'est est-ce que les humains sont peut-être, je veux dire, sont-ils vraiment des humains? Non, mais les machines qui ont conscience d'être des machines arrivent à développer des sentiments humains. Est-ce qu'alors elles peuvent être considérées comme humains parce qu'elles éprouvent des sentiments? Donc la question du film est là en fait. Est-ce que alors ça va même plus loin que là, parce que là tu as évoqué le mot machine, mais je pense qu'un répliquant, on peut même ne pas évoquer le mot machine, parce que c'est pas vraiment des machines, c'est des humains. C'est comme des clones. Voilà. Et donc là, est-ce que la fabrication de l'homme, ce que l'homme a généré, va être plus humain que l'humanité? Bien sûr. Et là, on est sur une question c'est le slogan de Tyrell, c'est plus humain que l'humain. C'est ça. Mais ça, c'est quelque chose qui est très cher à Scott, puisque quand j'avance un peu dans le temps de ces films, et Prometheus. On a clairement la même avec les créateurs Weyland et avec Weyland Yutani. Avec la création des androïdes de Weyland. Mais c'est pas que Prometheus, c'est tout Alien, mais bien sûr. on a cette question-là, et notamment Prometheus, où sur la SF de Scott, c'est vraiment sa thématique récurrente. On le voit souvent. Oui, donc c'est quelque chose qui est très courant aujourd'hui, cette version-là. En parlant de version. Oui. Combien il y a de versions? Alors, il y a 9 versions. Il y aurait. Parce que, non, il y a 9 versions, et je vais vous en parler. Je prends mes petites notes. Bien sûr. Tes petites lunettes peut-être aussi. Les petites lunettes, allez, vas-y. Non, mais après vous n'allez pas voir si j'ai le petit reflet.
reflet qu'on peut regarder aussi dans Terminator avec la petite lumière rouge. Moi je suis prêt à t'abattre même si tu n'es pas un répliquant. Je préfère une bavure. Tout ce qu'on a entendu tout à l'heure. Non, moi je suis pas comme Romain à faire des bavures à chaque fois, à se faire se tromper là. Je vais le retirer le mec. Non, on a une première version qui s'appelle la version Workprint Prototype. Waouh. Voilà, j'ai l'accent et tout. C'est parce que je fais l'anglais, c'est pour ça. Oui. 1982 en mars. Et ça, c'est très précis. Oui, c'est très précis. Oui. Et là, on est sur une présentation à Denver et à Dallas. Voilà, donc c'est une première version. Que pour les producteurs. Version test. Version de test qui était dans ces deux villes-là. Une définition des réplicants qui était très très brouillon. Qui était mal perçu, les gens comprenaient pas trop le film. La fin de l'ascenseur était déjà présente dans cette version-là. Et elle n'était pas très comprise des gens. La fin de Ridley Scott, c'est la fin de Ridley Scott. La fin du film, la première fin du film qui avait été évoquée dans cette version-là, c'était celle-là. Voilà. Donc on a la scène de l'ascenseur. Voilà. Donc les gens, cette version a été mal conçue, mal réceptionnée, merci, parce que ils comprenaient pas trop le film, c'était un peu brouillon. Ok. Deuxième version, en avant-première à San Diego, avec 3 scènes qui ne sont plus remonté par la suite dans les autres versions et qui du coup n'a jamais été retrouvé puisqu'il n'y a eu qu'une seule pellicule et du coup c'est des scènes qui sont perdues aujourd'hui. C'est lesquelles de scènes? C'est celle à l'hôpital avec Holden ou non? Ces scènes on les connaît pas, à part les gens qui ont vu qui l'ont vu à ce moment-là à San Diego l'avant-première. C'est con ça. On n'a plus jamais eu trace de ces scènes là. Ensuite il y a eu les versions US avec la fameuse fin happy ending dans la forêt, dans les montagnes. Justement il y a un truc, c'est les producteurs ils voulaient tellement je sais pas si tu l'as cette anecdote, mais en gros les producteurs ils voulaient tellement une happy ending. Scott il était saoulé par rapport à ça et du coup il a pris un rush qui n'avait pas été pris pour Shining. Elle est là, elle est notée. Et du coup il a foutu à la fin, il s'est dit allez c'est bon, ils vont se faire foutre. Là Shining quand ils arrivent à c'est ça. C'est vraiment du coup c'est très bien cette anecdote, elle était là. C'était noté, je le vois. Ce qui est important de là dans l'énumération de ces différentes versions, c'est qu'en fait on a un petit degré d'amateurisme qui a été géré par les producteurs sur plein de choses. D'ailleurs je vais vous donner d'autres anecdotes qui montrent un peu ça, qui appuient se dire, on va dire. Voilà. Donc ensuite il y a une version ciné internationale. Okay. Là on va avoir un montage plus violent, avec des scènes plus violentes. La mort de Tyrell, enfin la mort, l'éclatage des yeux de Tyrell est beaucoup plus longue. On parle encore des yeux. Est-ce que Tyrell n'aurait plus d'âme s'il a plus des yeux? Est-ce qu'il n'aurait pas lui éclater les couilles à la place? Mais c'est le reflet de l'âme, c'est pas les couilles. Il a vraiment, en plus Tyrell, vraiment une tête énervante. D'ailleurs Tyrell qui joue le barman dans Shining. Exact. Il y a un lien avec Shining, c'est incroyable. Après voilà, ils ont récupéré les rushs, ils ont récupéré des données, ils ont récupéré les acteurs. Et c'est Shining 2, concept oedipien où il faut tuer le père. On a ensuite une version TV, parce qu'à l'époque sur les tubes cathodiques des Américains notamment, on devait adapter les jeunes qui nous regardent. On devait adapter catholique. La version, parce qu'on passait d'un 16/9 à un 4/3 et donc c'était assez compliqué, et puis il fallait censurer beaucoup de choses. On est sur des censures où on parle un peu de cul, mais sans en parler, où on parle un peu de religion, voilà, tout ça il fallait un peu le censurer. On passe, ça c'était en 86, on passe sur une première version Director's Cut en 90. 92 Ouais, 92. Ah oui, non, d'accord. C'est la première Director's Cut. Où en fait, la prod dit ok, on a des rushs, vas-y, on fait ça, on sort une Director's Cut. Et là, Scott, en fait, il était même pas au courant. Et Director's Cut, mais sans le directeur. Il voit le truc, il dit non mais les gars, il est où les gars, votre version en fait, elle est pourrave. Vous avez fait n'importe quoi. Je m'en occupe. Donc ils avaient utilisé des musiques qui étaient pas bonnes. Je crois qu'ils ont repris des musiques de notre film, etc. Ils ont même pas pris le temps de faire quelque chose propre. C'est dur, c'est vraiment chier. Et donc, ils ont chié dessus. De là sort la vraie Director's Cut en 92, qui est Director's Scott, c'est bien ça. Vous l'avez. Voilà, et c'est ce qui a permis aussi de rendre le film culte, c'est à ce moment-là, parce qu'avant le film a été très mal perçu et ça avait été un flop. À partir de la Director's Cut qui est sortie en 92, le film a acquis
lentement mais sûrement son statut de film culte. Un autre film très culte de Scott a eu le même accueil quand Director's Cut est sorti. Pareil, Kingdom of Heaven. En fait, quand la version longue est Director's Cut, et c'est pas le même film du tout, en fait, on s'aperçoit. Et là, en fait, dans toute l'histoire, on voit bien que, comme l'a dit Pado, là, en 92, on passe des années 80 à 92, donc il y a une dizaine d'années qui s'est écoulée pour que le film prenne une organisation concrète. Très longue durée de vie. Il y a un gros changement aussi, du coup, dans l'histoire même, parce que du coup, on introduit le fait que potentiellement Descartes serait un répliquant. Chose qui n'avait jamais été évoquée. Bien aussi la profondeur de cette œuvre qui finalement se développe au fur et à mesure des années et qui fait du bon vin. Ça a été pendant 25 ans le cas. La dernière version sera Je rebondis encore une fois sur ce que dit Pado. La question qui est soulevée sur est-ce que du coup Descartes est un répliquant. Encore une fois, preuve d'amateurisme. Dans la bande-annonce française, il est dit. Non, mais c'est partie du marketing du film. Sûr, il est dit, il est humain, il se bat contre des machines. Donc déjà dans la bande-annonce, les voix off des bandes-annonces déjà. On fracasse. En fait, le marketing a même pas vu le film, a rien compris au film. La moitié des gens qui ont travaillé sur le film n'ont pas cherché à comprendre en fait vraiment ce que voulait dire Scott et n'ont pas lu du tout l'histoire de Kadik. Et au final, c'est ce qui s'est passé, c'est que c'est pour ça qu'on a mis du temps à construire ce film. Et après, on passe sur la version 2007, la Final Cut, où là, il y a beaucoup d'éléments mineurs qui ont été réglés, des corrections de voix, des corrections de lumière. Première fois que l'affiche est différente de tous les autres. Oui, c'est une affiche qui est un peu à la dessinée, aérographe là, genre. Aérographe, ouais, c'est ça. Qui est très belle d'ailleurs. Donc voilà, ça ce sont les différentes versions qui ont été générées par la prod et qui montrent aussi tout ce bordel, mélange, tout ce petit bordel, ce joyeux bordel. L'avantage, c'est qu'il y a quand même une happy ending là, dans cette histoire, c'est que on retrouve la scène initiale. La scène de fin initiale, qui est justement la scène de l'ascenseur. Voilà. Donc ça, voilà, c'est cool. Maintenant, moi personnellement, votre préféré? La Final Cut. Moi j'ai vu Director's Cut, Final Cut, mais bon, c'est de la Director's Cut, mais améliorée, on va dire. Voilà, c'est ça. En fait, à partir du moment où, pour moi, c'est la vision la plus proche c'est le film le plus proche de la vision de Scott. Oui, c'est bon film. Pour moi, c'est le meilleur, tu vois. Oui, parce qu'un réalisateur a une vision et si elle est tronquée par la production ou quoi que ce soit, c'est ce qui s'est passé. Il s'est fait massacrer le film, quoi. Je voulais dire aussi 2 secondes, que c'est fait massacrer aussi parce qu'à la base, je pense que le public, ils n'ont pas trouvé leur public. Les gens s'attendaient à complètement autre chose, pensaient un film. Il y avait Star Wars juste avant, et un film de cet acabit-là, et surtout le héros. C'était Harrison Ford. Harrison Ford qui était le héros des États-Unis, bien sûr. Qui était censé Star Wars encore jouer un personnage, on va dire courageux, un personnage un peu fun, toujours un peu drôle. Et là, il est aux antipodes de ce que les gens imaginaient. Donc, il joue un personnage torturé, un anti-héros complet. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui dans le film ferait preuve parfois de lâcheté, de violence, même avec à un moment donné avec Rachel, je sais pas si tu vois, il est à la limite du viol. Bon, pas du viol, mais on est quand même sur un petit. Je t'acceptais à l'époque. C'est une machine. Donc c'est un personnage assez sombre et les gens, je pense, qui n'étaient pas prêts pour comprendre. En fait, le film, il était beaucoup plus complexe que. Voilà, il a fallu du temps pour que les gens l'appréhendent. Mal vendu. Mais ça a donné l'opportunité à Ford de construire un nouveau type d'acteur. Automobile. Merci messieurs pour cette première partie. Ce fut riche en renseignements, mais à la deuxième partie, on passera aussi sur le casting. Faire un peu le tour du casting. Parler un peu de la musique aussi. Parce et évidemment, on va parler de ton Vangelis, parce qu'il t'appartient. Moi, il est décédé malheureusement. C'est Evangelis maintenant. Ouais, c'est Evangelis. Bon, on va finir la première partie sur cette belle phrase. Bravo. À tout de suite. Et on est de retour pour la deuxième partie. On s'est bien reposé. Je suis allé faire une sieste. Parce que j'en pouvais plus, mais c'est de sortir le samedi soir et faire les émissions. De faire le jeûne. Est-ce que tu as rêvé de moutons électriques? Non. Bite électrique. Ouais, c'est ça. Dans cette deuxième partie, nous allons, comme vous l'entendez en fond, parler de cette merveilleuse. Bon, alors c'est pas la musique de Vangelis, celle-là, mais de cette merveilleuse musique de Vangelis. Et pour nous en parler,
qui de mieux que le fils spirituel de Vangelis, Pado Tanasiu. Non, moi je vais en parler. Bon, je vais pas m'étendre dessus non plus, mais cette musique vraiment, pour le coup, je pense qu'elle a contribué au succès du film, car elle est. Je pense que elle est totalement adaptée. Je dirais d'ailleurs, quand Ridley Scott cherchait une BO pour son film Vangelis, il a voulu en fait que, en gros, la musique du film soit une partie intégrante du décor. Donc quand les gens entendent cette musique, maintenant quand j'entends cette musique, je me vois moi. On peut la toucher cette musique. Je me vois elle est palpable. En fait, elle représente complètement l'ambiance de la ville, de cette ville, on va dire tentaculaire, à la fois qui est fascinante. Les bas, et en même temps, il y a les bas-fonds, donc le côté vraiment, voilà, où les bas-fonds, les gens, les rats, les trucs, où les gens se côtoient, où il y a de la surpopulation, et en même temps les phases planantes correspondent plus au passage où ils sont dans des dans les véhicules volants, où ils surplombent justement toute cette fange, et où là pour le coup c'est beaucoup plus planant, mais la BO aussi est assez éclectique, donc on retrouve des morceaux de jazz quasiment chantés, qui rappellent un peu aussi des films noirs, tu vois, exactement, des morceaux, elle est noire, c'est ça, hein, non mais c'est du néo-noir de toute façon, et donc ça, des morceaux, ce qui fait vraiment la particularité, ce sont on va dire de Vangelis et de cette BO, ce sont les nappes de synthé, évidemment, c'est ce qu'on retient le plus quand on évoque la musique et la BO de Blade Runner, et en fait il y a beaucoup de morceaux qui sont iconiques, surtout en fait après il y a le morceau Tears in Rain qui pour moi est mon préféré de la BO, et pourtant j'aime quasiment tous les morceaux. La BO est disponible, petit tips, la BO est disponible entièrement sur YouTube. Vous pouvez, il y a 2h30 de BO, mais Spotify ou Deezer. Ou Spotify ou Deezer. Comme la Brigade, du coup, qui oh là là, quel enchaînement, mais quel enchaînement. Sur Deezer, sur Spotify. Et la BO, du coup, elle est, il y a la BO, on va dire officielle, et en fait, il y a eu cette version du film, il y a eu énormément de versions de cette BO, parce qu'il y a beaucoup de morceaux qui ont été, on va dire, enlevés de la BO principale, et donc il existe en fait plein de bootlegs, il existe des BO donc où il y a des extraits de films même, des morceaux, donc en fait si on regarde sur internet, si on cherche sur les forums, on tombe sur en fait beaucoup de variations, dont certains sont directement de Vangelis et d'autres sont inspirés de Vangelis, donc voilà. Il a inspiré beaucoup de gens qui ont fait des BO. Oui, non, mais après là ça se correspond, c'est que pour Blade Runner. Ouais. Après, évidemment, moi là je parle de la BO officielle qui est sortie, voilà. Qu'a-t-il fait d'autre, notre ami Vangelis? Il a fait plein de choses. Il a fait plein de choses. 1992. Il a fait comment il s'appelle le film là avec sa musique. La musique, les chariots de feu. Les chariots de feu, ouais, c'est vrai. Il a fait, il a fait, faut que ça me revienne, mais il a fait 1 milliard de films. Toi, c'est un de tes préférés Moi, c'est un de mes compositeurs de films préférés, ouais, parce que je suis très sensible à ces, au côté, on va dire, synthé, un peu, musique, jouer du synthé, électronique, un peu, voilà, tu vois. C'est sûr, c'est des musiques qui te détendent, tu vois. Tu écoutes ça, même si Blade Runner elle est un peu plus noire que d'autres, je trouve qu'elle est quand même, tu vois, casse le matériel. Tu peux te faire une sieste, tu mets ça derrière, clairement. Et c'est exactement ce que je ferais après cette émission. C'est la force du fa dièse, ça. Tout est dans le fa dièse, ça. Après, il est fan d'Indochine, donc du coup les synthés. Non, je suis pas fan d'Indochine. Non, mais Indochine, il y a quelques chansons que j'aime bien, tu vois. Mais non, après Vangelis, il a fait beaucoup de films, faudrait qu'on regarde, mais il en a fait. Après, il fait partie de ces grands compositeurs avec John Williams, Hans Zimmer, qui ont marqué l'histoire du cinéma, parce que effectivement, dans le cinéma, la musique est primordiale. Alors là, encore plus, parce que du coup, elle nous met dans l'ambiance. Ouais, complètement. Vous savez que c'était un Vangelis qui faisait cette musique, du coup. Et toi, tu sais aussi? La musique, moi, dans Blade Runner, c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Elle est très très, elle est très importante pour l'univers du film.
mais c'est pas ce qui m'a le plus marqué moi dans ce film. Parce que elle colle bien. Oui, elle fait partie intégrante. Mais le travail, elle se fond dans l'œuvre générale en fait. Et le but des musiques, c'est ça, c'est de coller. C'est exactement ça. Le colle tellement bien au film qu'elle prend pas le dessus comme le ferait le thème de Dark Vador dans Star Wars par exemple. Oui, voilà, bien sûr. Qui prend le dessus sur la réalité du. Parce que dans Star Wars, quand tu entends le thème Dark Vador, tu sais qu'il va arriver. Oui. C'est pour annoncer son arrivée en fait. Donc en fait, il y a pas de surprise. Je veux dire, tu lèves le thème de Dark Vador dans Star Wars, tu as un mec avec un casque difforme qui peut pas marcher, qui peut pas se tourner, un samouraï, pas peur du tout en fait, tu vois. Alors qu'en dans Blade Runner, la musique participe, c'est un des éléments qui participe à l'univers. Donc t'as vraiment l'ambiance, la lumière, le côté. Et les lumières aussi, parce que les lumières sont. Non, mais tout. Voilà, tout c'est pour ça que c'est un chef-d'œuvre, c'est que dans tous les compartiments, c'est incroyable quoi. Tu prends chaque partie à part entière, ce sont des chefs-d'œuvre dans chaque compartiment. Le fait d'avoir imaginé ces grands panneaux publicitaires, le fait qu'il y ait de la propagande. Los Angeles, c'est un acteur dans le film, quoi. Tu vois, c'est. Et qui est la propagande, tu sais, ce message pour rallier les colonies sur Mars, le fait que l'humanité soit en train de quitter la Terre, que les seuls qui vont rester sont les personnes donc qui n'ont pas les moyens de partir et les personnes malades aussi, parce que J.F. Sébastien qui est atteint de la maladie de Mathusalem je sais pas si c'est une sorte de progéria, tu vois, il vieillit plus vite que son horloge biologique. Enfin, son horloge biologique vieillit plus vite que la normale. Du coup, lui n'est pas apte à partir non plus. Donc, tu vois qu'il y a une sorte d'élitisme qui fait que sur la Terre vont rester en fait que les gens. C'est très. Moi, mais merde. Toi, par exemple, tu n'irais pas sur Mars. Tu vois, pas partie d'élite. Tu vois, tu n'arrives pas à tenir un micro. Toi, tu vas crever sur Terre avec J.F. Sébastien, qui est déjà mort malheureusement. Non, ce qui est très intéressant, moi j'aime bien, c'est qu'ils aient choisi Los Angeles comme ville. Los Angeles qui est une ville assez colorée, qui est une ville quand on y pense, qui est une ville du soleil, qui est une cosmopolite, là c'est vraiment cosmopolite, qui est une ville de musique, qui est une ville de culture de soi, culture de, tu vois, beaucoup du visuel. Et là, on est sur un Los Angeles qui est complètement pourri. Ouais, mais justement, c'est là où ce qui est intéressant, c'est que le parallèle avec Los Angeles, c'est parfait parce que dans Los Angeles, t'as le côté très shiny avec les stars, etc., Hollywood, les milliardaires, tu vois. Et de l'autre côté, par exemple, le centre-ville de Los Angeles. C'est pourri, t'as des clochards partout, et c'est complètement vidé, tu vois, et au final ça montre à quel point il y a des inégalités et justement les couches de société dans Los Angeles de 2019 de Scott, c'est encore plus poussé, tu vois. Et pour continuer dans les références, est-ce que Blade Runner a influencé d'autres œuvres par la suite? Oui. Moi j'en ai une récemment, et quand tu parles de la ville c'est exactement ça, c'est Cyberpunk. Bien sûr. Dans Cyberpunk Night City, c'est exactement la copie de Los Angeles de Blade Runner, avec aussi, bon là c'est Tyrell, mais dans le Cyberpunk c'est Arasaka. Il y a ce côté influence asiatique aussi, influence japonaise dans les deux. Et d'ailleurs dans Blade Runner, ce qui montre bien aussi le côté cosmopolite de la ville, c'est le personnage de Gaff qui lui parle en fait un dialecte de plusieurs langues. Donc c'est l'acteur lui-même qui a eu cette idée, et c'est bien parce que ça montre justement que dans Los Angeles de 2019 en fait il y a tellement de cultures et tellement de langues qu'en fait certaines personnes parlent des langues à part entière, composées de mélanges d'espagnol, d'asiatique. Vous avez revu de l'influence Blade Runner par la suite dans des œuvres ou pas? Ah oui, dans tous les, le cinquième élément. Blade Runner, c'est la base. Il a posé les bases sur le cyberpunk. Donc, t'as Akira, t'as Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, moi je pense à Ghost in the Shell. Ils ont positionné la base de. D'ailleurs, j'invite tout le monde à faire une expérience. Et moi, c'est une expérience que j'avais faite quand j'étais gamin, quand je regardais des films. C'est de regarder. Vous vous posez, vous prenez un après-midi et vous regardez Ghost in the Shell à la suite de Blade Runner. Et si vous pouvez commencer par Metropolis de Fritz Lang. Ah ouais, Metropolis que tu as déjà proposé. J'ai déjà mentionné la dernière fois. Il est fantastique. Si vous faites cette trilogie là, vous allez sortir
de votre séance cinéma. Metropolis, et vous allez avoir une réflexion. Après, il faut dire que toi, t'as un cinéma directement à la maison que t'as fait construire et tout, donc c'est pas pareil. Les gens n'ont pas peut-être. Tu es un homme riche. Il a des bobines de Metropolis. J'ai une anecdote. J'avais trouvé une bobine de Blade Runner. C'est incroyable. Réalisateur de Fritzland au Japon. D'accord. À Nico, dans un petit magasin de porcelaine de machin, c'est de vide-grenier là. J'avais trouvé une bobine de Blade Runner. D'accord, ok. Et ça se trouve, c'est la bobine de San Diego avec les trois. Et là, je suis milliardaire peut-être. Merci, au revoir. Et du coup, tu pourras faire ta salle de cinéma. Voilà, je pourrais faire. Il y a un livre qui parle de ça que j'ai, qui s'appelle Animé Architecture. Et ou future architecture. On mettra peut-être une photo sur. Je sais plus le titre exact. Je suis un mauvais élève, mais en gros ça montre justement toutes les influences et toutes les villes futuristes et toutes les architectures que tu peux avoir dans plein d'œuvres différentes. Et c'est hyper intéressant. Et Blade Runner fait partie de Après c'est vrai que c'est en termes de SF terrienne. Je dis ça parce que Alien avant se passe dans l'espace, dire qui se passe sur Terre, donc du coup Blade Runner est un des premiers. Bon, alors Metropolis évidemment, mais je pense quand je dis ça, je pense aux gens qui ont pu le voir, qui sont encore en vie, tu vois, parce que Metropolis, quelqu'un qui allait le voir au cinéma, je pense qu'aujourd'hui au cinéma, il est empaillé. Non, mais la dure sortie, je pense c'est un classique. Tu l'as embourré. Je dis ça, mais je l'ai pas vu. Mais c'est vraiment 1927 un chef-d'œuvre. Je sais plus exactement la date, mais oui. J'ai vu Metropolis, l'anime de Rintaro, je crois que c'est Rintaro qui l'a fait, qui est apparemment un hommage évidemment au film Metropolis. Ce qui est intéressant dans cette trilogie là, c'est ce qu'on parlait dans la première partie, la notion de qu'est-ce qui est vivant et cette définition de qu'est-ce qui a une âme. Westworld, voilà. C'est le thème aussi, voilà, ce thème là. C'est exactement ça. Et là aujourd'hui, on prend Ghost in the Shell. C'est le cogito. D'ailleurs, René Descartes, cogito. L'âme dans Ghost in the Shell, c'est le fantôme dans la machine. Donc tout est sur est-ce qu'une machine peut développer une conscience, une âme et être au final l'équivalent d'un humain. C'est ça. Malgré une naissance, on va dire non humaine. Voilà. Oui, voilà. Là, quand on a Roy là, qui parle poétiquement. On se dit qu'en fait, un androïde ne peut pas développer ça. Il n'a pas été programmé pour ça. Pas de sens artistique. Voilà, il n'a pas été programmé pour ça et là il fait des poèmes. Mais il est plus humain d'ailleurs à la fin de Descartes, parce qu'au final Descartes qui fait preuve de violence et d'aucune empathie pour tuer donc ces répliquants dont il perçoit quand même la part d'humanité. Il fait son travail lui simplement et purement sans aucun remords et sans aucun état d'âme. Et à la fin Roy Batty qui est donc au terme d'une scène, on n'en a pas parlé, mais cette fin de film pour moi est grandiose. Ah oui, ça pourrait être un film à part entière, la course poursuite. Je trouve qu'on est limite sur un film d'horreur quasiment, parce que c'est d'ailleurs c'est le chasseur qui est chassé, c'est génial. Et cette fin où il le sauve en fait, c'est le point culminant qui montre qu'en fait qu'il a plus d'humanité que l'humain lui-même, et s'il le fait, je pense que c'est pour se le prouver à lui, parce qu'il veut un témoin, et il veut montrer en fait, je pense que voilà, et c'est beau parce qu'on ne s'y attend pas du tout, c'est la naissance d'une nouvelle espèce en fait, voilà. Et tout le film tu penses que à la fin il va se venger parce que justement il est triste, et normalement un des critères qui fait que les androïdes sont différents des humains, c'est qu'ils n'éprouvent aucune empathie ni pour les animaux ni pour leurs semblables. Et là tu vois clairement que quand ils voient que Pris a été tué, tu vois que c'est un humain qui réagit à la mort de sa copine, tu vois. D'ailleurs ils ont créé un lien tu vois. Donc en fait, c'est le point culminant, voilà, le fait d'épargner la vie humaine. En off, tu me disais, Vincent, que pour le coup, le monologue de Roy Batty est en VO est beaucoup plus poignant qu'en VF. Ah ouais, le jeu de Rutger Hauer, il est tellement puissant. Il a dit avec une telle facilité Rutger Hauer. Rutger Hauer. Paix à son âme, qui est mort en 2019 comme son personnage dans le film. Exactement. C'est ça, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. C'est tellement, non mais c'est poétique quoi. Ouais, c'est très poétique. Ouais. Mais du coup, sa voix, le rythme qu'il a, le ton qu'il emploie. Tu l'imites très bien, je pense. Ouais. Vas-y, I've seen things you wouldn't believe.
monologue qu'il a lui-même réécrit parce que le monologue original était beaucoup plus long et un peu plus chiant et un peu, je veux dire, perdait un peu le spectateur selon lui. Et d'ailleurs, la progression de son texte, son monologue, qui part sur quelque chose de très technique, c'est des portes de Tannhauser, les vaisseaux en feu dans la porte sur l'épaule d'Orion et les rayons. Et à la fin, il part sur un truc beaucoup plus simple. Time to Die. Et voilà, c'est vraiment like Tears in Rain. Tu vois, c'est vraiment ça devient justement, il devient humain, tu vois. Exactement. Les gouttes parmi les gouttes. C'est ça. Non, c'est beau. C'est beau. Non, mais c'est vrai, c'est toi qui as écrit, je crois. Time to Die. J'ai pas demandé d'argent parce que. Et il meurt comme ça. En fait, il meurt vraiment par contre. Et il lâche une colombe. Ouais. Et bon, ça fait un peu kitsch, tu vois, ce côté. Je lâche la colombe dans le ciel bleu d'un coup, c'est un peu anachronique. C'est symbolique. Mais c'est symbolique, voilà. Ça montre le lâcher de colombe d'ailleurs qui a été modifié dans la Final Cut, puisqu'à la base il était pas du tout sur le fond. D'accord. Avec les immeubles, la ville, etc. Modifié en CGI. Et d'ailleurs, non, en fond vert. Petite anecdote dans Cyberpunk, je sais pas si vous l'avez, mais il y a un Easter egg dans il y aura une émission sur Cyberpunk, c'est la prochaine. Où à un moment donné, tu vas tout en haut d'un bâtiment, tu vas sur le rooftop. Ah oui, il y a un mec. Et il y a Rutger Hauer. Ouais, tu as raison, j'ai vu. Et du coup, il pleut et tout, t'as la musique, le machin, et du coup, t'as vraiment le gars, il est là avec une colombe, genre il est mort, tu vois. Ouais, après les jeux vidéo font énormément de références. Cet Easter egg, il est fantastique. Cet Easter egg est génial. Oui, mais pas tout le monde l'avait compris. Faut avoir vu le film. Mais ou s'en souvenir du relâcher de colombe. Restons sur Rutger Hauer. Putain, j'ai dit bien, c'est pas ça y est. Tu l'as. Qui a une performance magnifique. Est-ce que c'est le film de sa vie un peu quand même si il a fait d'autres gros films quand même. Je pense que oui, c'est le rôle le plus marquant de sa carrière, de loin, oui, je pense. Il a fait le tour du monde et en faisant des conférences, même avant sa mort, il faisait encore des conférences pour parler du film. C'est ce qui était, on le sent quand on regarde ses conférences, on le sent passionné et habité parce que je pense qu'il a donné beaucoup de sa personne. Mais il a pris ce film, il a pris énormément d'acteurs, même Harrison Ford. C'est pour ça qu'il a accepté de faire le 2049, c'est qu'il a vraiment tellement accroché à un personnage profond, etc. Et puis on lui a donné la chance de pouvoir jouer dans un film avec autant de profondeur, même si Indiana Jones, etc. C'est pas le même registre, tu vois. Mais voilà, mais là, c'est un anti-héros. D'avoir cette chance parce que tout acteur rêverait d'avoir ce genre de rôle, tu vois. Très bonne actrice, Sean Young aussi. Magnifique. Qui est très noire. Rachel. C'est vraiment. Qui fait limite peur. Ouais, mais c'est ça. C'est film. Elle est froide. Elle fait très film noir. C'est souvent l'héroïne de film noir. Après, c'est le nouveau Nexus en fait. Il a compris que les Nexus 6, donc dont font partie Roy Batty, Priest, tout ça, avaient conscience de leur humanité. Le défaut et qui voulaient d'être conscient, devenir violents justement parce qu'ils voulaient trouver un moyen de vivre plus longtemps que ces 4 ans. Donc en gros, il a inventé un nouveau Nexus qui a des souvenirs implantés pour aider, on va dire, à ce que son humanité soit plus facilement incorporation pour que lui ce soit plus simple. D'où l'idée de la licorne dans les rêves de Descartes. Licorne qui est un animal inexistant. Et l'origami qui laisse planer le doute de dire comment il sait que j'ai rêvé d'une licorne. Descartes, c'est Gav qui lui envoie il lui montre là au montage on mettra une petite question. Descartes, répliquant ou humain? Putain, la question, je pense que elle n'est pas répondue. Mais alors, il faut pas y répondre. Techniquement, Scott a un peu répondu à cette question. Non, mais il faut pas y répondre parce qu'elle fait partie du film. C'est ça l'ambiguïté. On le dit pas. D'ailleurs, dans le 2, ils auraient pu y répondre. Ils n'y répondent toujours pas. Moi, je pense que Descartes, c'est une licorne en fait. Exactement. Mais il a peut-être une grosse corne aussi. Mais bon, bref. Ça t'intéresse? C'est ça, Romain qui rêve de beat électrique. Beat d'Harrison Ford. La nuit là. Denis Villeneuve peut-être au prochain. Ouais, Denis Villeneuve peut-être. On sait pas. On verra. Merci messieurs pour ce casting, cette partie un peu casting. Alors casting qui est très 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 fourni parce qu'il y a beaucoup de personnages. Même les petits personnages sont des personnages importants. Notamment je pense au vendeur pas au vendeur de tacos, mais qui est le vendeur qui est malmené par Descartes. Jean-Michel. Il y a Taffy Lewis dans le Taffy Snake Pit Bar. Tu as le personnage du chef de la police. Tu as Gaff qui est là, tu as le chinois qui sert de
qui est généticien, qui fait les yeux. Il y a J.F. Sébastien aussi. Il y a beaucoup de personnages. Et Harrison Ford, d'ailleurs, on n'a pas dit, mais c'était pas le premier choix. Il avait pensé à Robert Mitchum, il avait pensé à Dustin Hoffman, il a pensé à Al Pacino, à plein de monde. C'est Spielberg qui a fait un peu le forcing. C'est ça. Et comme il y avait aussi Star Wars, tout ça qui commençait à être un peu connu, Harrison Ford, il a bénéficié donc de cette. Quand Spielberg vient te voir, te dit prends-le. Non, mais quand même, je comprends toujours pas Dustin Hoffman, tu vois. Genre, je vois pas du tout dans ça, tu vois. Mais après, c'est comme qu'il a tellement été. Mitchum, il devait être vieux aussi déjà. Mitchum, ben oui, je comprends pas. Je triche là. Non, je triche pas, mais j'avais une anecdote et je voulais la ressortir après. Tu l'as perdu, j'ai même pas écrit dans ton carnet. Voilà, non, c'est ça. C'est que dans Blade Runner, il me semble qu'on voit le Faucon Millenium. Oui, exactement. Alors on le voit pas lui, mais il y a un bâtiment, je crois, qui s'appelle Millennium Falcon, je crois. Non, on voit la forme. On voit la forme. Et c'est pas la forme du bâtiment, c'est la forme des lumières qui forment le Faucon Millenium. C'est à côté du commissariat d'ailleurs où il atterrit. Et comme dans Star Wars, où je crois qu'on voit un des vaisseaux de Descartes. Il a cassé le téléphone. Il donnait air. Merde, il a pas trouvé. Vous savez que quand le spinner a atterri au-dessus du toit du commissariat, c'est le commissariat. C'est le commissariat, le design est repris sur le vaisseau des aliens de Rencontre du troisième type. Ouais, c'est ça. Voilà, tout à fait. C'est le même décor, c'est le même décor. Petite cacahuète. J'aime bien. Une anecdote encore. Le slip de Harrison Ford était avec Pikachu. Il a été changé uniquement 3 fois. Bon, si vous n'avez plus rien à dire, vous va passer au quiz, d'accord? On pourrait dire plein de choses. C'est ça. C'est ça. On pourrait dire énormément de choses sur ce film, mais encore mieux, on a donné pas mal de choses quand même. Hein. Oui. Mais le mieux, c'est de le regarder encore. Ah oui. Voilà. Comme tous les films qu'on fait généralement, toutes les émissions, le mieux c'est quand même de c'est là où c'est cool, c'est que c'est un film qui est tellement dense qu'il peut se voir plusieurs fois avec des couches différentes. Et on voit des choses différentes. Et apprécier vraiment d'une autre manière. Quoi. Je crois que c'est la musique du quiz. D'ailleurs, je n'ai pas avant le quiz, je vais remercier notre sponsor La Voix Maltais déjà, qu'on embrasse. Artac, si tu nous vois. Artac. Bisous. Remercier Lucas, évidemment, qui a la technique. C'est lui qui nous a changé la musique du quiz, que Pado connaît bien parce que c'est le détenteur de plus grandes victoires. Peut-être jusqu'à aujourd'hui. On remercie Tonton qui est derrière. On a dû le voir passer dans les caméras parce qu'il prend des photos magnifiques. Merci Tonton. Merci Tonton. Et on remercie surtout Fred, qui est par terre. qui est au sol. Au sol, dans les bas-fonds de Los Angeles. Que vous avez pu apercevoir sur la vidéo si vous êtes assez assidu, assez visionnaire aussi. Vous avez vu sur la vidéo de Red Dead Redemption derrière la caméra avec un petit foulard et un petit béret. C'est un braqueur de diligence. Voilà. D'ailleurs, et je tiens à vous remercier parce que la vidéo de Red Dead fonctionne très bien et on est très fiers du résultat. Donc c'est cool. Et ajoutez-nous sur nos réseaux. Et je crois qu'on est maintenant sur. J'en suis sûr même. On est sur Spotify, sur Deezer, YouTube. YouTube, la Brigade Bavarde, n'oubliez pas. Et sur Instagram, Facebook. Il manque plus qu'Apple Podcast. Et là on est full. C'est ça. Voilà. Donc vous avez entendu, musique du quiz. Pado, un peu la pression parce que c'est son film préféré, mais il a 2 très très gros concurrents. Et puis la ceinture de champ. Je rappelle les règles. 10 questions. Donc déjà, il y aura potentiellement un match nul, mais il y en a un qui sera déjà éliminé. Vous me laissez finir la question. C'est des rapidités. Par pitié. Mes témoins, ce sont Lucas et Fred. Oh putain, il faut laisser finir la question, c'est pas évident ça. Ouais, laissez-moi finir la question. Si quelqu'un, Seb, prend la parole par exemple, je dis ça parce que au dernier quiz qu'il a fait, c'était une catastrophe. Il comprend pas le il est éliminé. Mais vous pouvez encore répondre. Ok, d'accord. Éliminé de la question, pas de jeu. Et vous pouvez encore répondre. Et voilà, il est retiré. Voilà. Donc, réfléchissez bien avant de dire quoi que ce soit. N'est-ce pas, Seb? Ouais. Voilà. John te remercie encore pour ta victoire. Et il une crampe. Je vois que tu commences mal. Il a mis la pression. Ça y est, il s'est fait un claquage avant de commencer. Il est blessé. Déjà, il est blessé. Alors, nous. Je rappelle qu'au dernier quiz, je donnais les réponses alors que j'avais perdu. C'est vrai. Alors, Jean-Pierre. Donc, à nous. Quels sont les pays de production? Ça, toi, tu es fort à ça. Laissez-moi finir. À chaque fois. Quels sont les pays de production, les 2 pays de production de Blade Runner? Je prends la main.
Je vais dire États-Unis, Angleterre. Faux. Ah, c'est ce que j'allais dire. Bon, en plus, n'oubliez pas les références du film, voilà. C'est tout ce que je vous dis. Ah, moi, je veux prendre la main. Vas-y. Les États-Unis et le Japon. Non. C'est compliqué. Hein. Bah, je sais pas, je dirais, dans ma tête, forcément les États-Unis, tu vois. Je dirais, je sais pas, j'en sais rien. Franchement. C'est pas un pays, ça. Hein. Le pays, j'en sais rien. Non, franchement, je sais pas, je dirais, au hasard la France, vas-y. On s'en fout. La Corée. Non. Non, mais on était pas loin avec le Japon, puisque c'est les États-Unis et Hong Kong. Ah putain, parce que je voulais dire Chine, mais je me suis dit ça. Bon, j'aurais compté Chine. J'aurais compté. Bon, les Hongkongais n'auraient pas été contents, mais j'aurais compté. C'est ça. On a tous un demi-point, du coup, c'est ça. Hein. Essaye de grapper. Évident, ça. Combien. C'est compliqué ça. Alors attention. Combien dure la Final Cut? Je dirais. 5 minutes près. 1h56. Oui, mais en 2 minutes, ça fait quoi ça? Converti, hein. Ça fait. 115 minutes. 116 minutes, non? Ça fait 116 minutes. 117 minutes. Et il a tapé juste pile poil. Bravo, Pado. Non, puisqu'il a dit en heure, donc j'ai dit en minute. Donc j'ai un demi-point, merci. Non, Pado, c'est ça, c'est 1h56. 117 minutes. Je regarde pas, je vois pas le temps. Donc un point pour Pado, ça sera le premier point de ce quiz. Hein. Bravo. Voilà. Merci. Il est inarrêtable. Poteau, pour l'instant il y a un point. Là, ça va aller très 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 vite. Ah ouais, là, ça va être chaud. Alors, on a, Fred, on aura les points autour, voilà, parce que comme ça, là, c'est de la rapidité, si j'ai bien compris. Là, voilà, c'est ça. Là, c'est rapidité. Hein. Et laissez-moi finir la question, surtout. En quelle année se déroule l'action de Blade Runner? 2019. Ah, l'enfoiré. Mais tu arrête de lever la main. Ouais, mais parce que je sais pas. En novembre 2019. Très exactement. Les gars, c'est de la vitesse là. Bravo, 2-0 pour Pado. Je suis en vitesse, ouais, je peux pas. Et là, ça va aller très vite, sauf que la réponse est beaucoup plus longue. Oh putain. Et on me laisse toujours finir la question. Quel est le titre du livre de Philippe Cadic? Les androïdes reptiles, le mouton électrique. Ah non, il a pas fini. J'ai pas fini ma question. J'ai dit non, tu es éliminé. Tu es sorti. Ouais, mais bon, ça c'est pas évident. Comment on fait? Tu as dit quel est le titre du film? Oui, mais j'ai pas fini de dire moi et après tu dis la réponse. Mais comment tu dis moi? Non, mais j'ai pas fini. Comment on sait que tu as pas fini? C'est pas une discussion. Parce que j'ai pas fini ma phrase, parce que j'ai pas mis. Ah les gars, c'est trop compliqué. Il y a plus de son qui sort de sa bouche. Généralement, j'ai fini là, quand il n'y a plus de son. Quel est le titre du livre de Philippe Cadic, inspiration directe de Blade Runner? Moi, je l'ai dit. Ça va. Les androïdes rêvent-ils des moutons électriques? Exactement. Ouais, voilà, je l'ai dit, c'est bon. Oui, bravo Pado, mais tu avais la réponse, on le sait. Ouais, mais bon. Je pense qu'on l'avait toutes. Non, mais le problème, c'est que la question, elle était potentiellement terminée. C'est juste qu'à la fin, tu as rajouté qui a inspiré le truc. Non, j'ai pas rajouté, je l'ai écrit. Comment je fais pour savoir que la question était terminée, tu vois? Comment il l'a su? Bah, il a su parce que tu m'as dit que c'était pas terminé, donc il a fait, tu vois. Non. Bon, tu vas savoir. Ok. Tu vas apprendre. Prochaine question qui va plaire à Fred d'ailleurs. Petit clin d'œil. De quel dessinateur s'est inspiré Ridley Scott pour le style vestimentaire des persos de Blade Runner? Mobius. C'est ça. Faut pas que tu lèves la main. Parce que j'ai peur de me faire éliminer parce que. Non mais oui, par contre c'est dangereux, tu vois. C'est dangereux. Mais ah oui. Donc 3, 1, 0, Vincent. Allez, on va y aller. Alors là, prochaine question. Faut écouter la brigade. Hein. Parce que la réponse a été donnée dans la première émission de la saison. D'accord. Dans quel film de Paul Verhoeven, mentionné par le T dans la première de la saison, peut-on retrouver l'acteur Rutger Hauer? De chair et de sang. Non. Moi. Total Recall? Non. La chair. Enfin, si vous trouvez pas là, je vous laisse un deuxième tour quand même. Parce que je vais vous donner un indice. Putain, je me souviens quand le T je le dis en plus. Paul Verhoeven. Si je puis me permettre, le film que j'ai dit. Oui. Il joue dedans et c'est de Verhoeven. Et c'est de Verhoeven. Mais là, je précise que c'est mentionné. Non. Tout à fait. Non, je l'ai pas. On refait un tour quand même parce que je suis généreux. C'est le premier film de Verhoeven. Un peu sulfureux. Ah non, mais je vois de quel tu parles, mais j'ai pas le titre. Tout le monde donne comme ça. C'est le premier film de Verhoeven, 73. Turkish Delice. Je m'en souvenais pas. Turkish Delice. Je me souvenais plus. Donc on embrasse le T qui nous avait sorti cette ref. Bien joué le T. Voilà.
Donc pas de point pour cette question. Elle était pas facile celle-là. Ah ouais, très compliqué. Alors là, on en a parlé pendant l'émission, mais il en manquait un. Quels sont les 2 acteurs pressentis au maximum avant Harrison Ford pour le rôle de Rick Deckard? On a dit Dustin Hoffman. Donc t'as pris la main. On a dit Robert Mitchum. Non. Ah, mais c'est compliqué, il y en avait plein que t'es pressenti. Non, il y en avait deux de la génération de Harrison Ford. Al Pacino. Non, mais. Ah oui, j'allais dire. Tu as dit 3, tu as dit. Non, 2. J'ai dit 2. Bah, du coup, Dustin Hoffman et Al Pacino. Non. Dustin Hoffman. Et. C'est les 2 qui étaient aux portes du film. Hein, voilà. Tu peux réessayer après. Est-ce que c'était la porte de. Tannhauser. Donc Dustin Hoffman et De Niro. Non, moi je dirais Schwarzenegger. Je sais pas. Dustin Hoffman et Schwarzenegger. Non. Tu pourrais refaire un tour du coup. Franchement, il n'existe plus lui. Ouais, c'est pas évident parce qu'il y en avait plein qui étaient pressentis. Donc. Non, mais là c'était vraiment les 2 qui étaient aux portes. Vraiment. Je cherchais pendant 3 heures tout à l'heure pour trouver ça. Mais... Je sais pas. De cette génération, les gars, allez, faites un effort. Un gros acteur qui est encore en vie aujourd'hui d'ailleurs. Et qui sort bientôt dans un film qui sort le 28 février. Bon, après, poto, ça va, les indices là, c'est bon. Hein. Ah, mais c'est bien. Non, personne. Non. Bah, ça sera pas de point, ça c'est Christopher Walken. Ah putain, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Donc tu le dis. Christopher Walken et Dustin. Que j'aurais bien vu pour le coup d'histoire. Ouais, mais tu vois Christopher Walken et Rutger Hauer. Mais plus en Roy Betty. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Après, bon, beaucoup plus massif Rutger Hauer. Ouais. Et est-ce qu'il serait venu avec la montre dans les fesses ou pas? Non, pas dans celle de Pulp Fiction. D'accord. Dans quel autre film? Bon, on est toujours 3, 1, 0. Dans quel autre film de SF peut-on retrouver l'actrice Sean Young Rachel? Elle n'a pas fait énormément de films. Oh putain. Oh, ça c'est... Blade Runner 2049. Alors, techniquement, oui. Et oui, mais ça marche. Oui, parce qu'elle est créditée en plus. Mais, voilà, mais c'est pas de celui-là que je parle. Oui. Mais vous l'avez deviné, tu savais très bien que c'était pas de celui-là que je parlais. Bah oui. Donc, tu as passé ton tour. Oui, bien sûr. Je l'avais pas, de toute façon. Putain, c'est... sortez-moi un film de SF, allez. Bienvenue à Gattaca? Non. Non, trop récent. S'il ne trouve pas la réponse, je donne un indice et on repart. Parce que là, il faut vraiment vous marquer des points parce que ça va pas du tout. Non, mais elles sont compliquées les questions. Ah, je vous ai dit. Hein. Ah ouais. Donc ça serait dans ces années-là. Et on va peut-être sortir. Je sais pas. Dark City? Non. Donc l'indice que je vais vous donner, c'est que ce film de SF est très apprécié par le réalisateur de Blade Runner 2049. Est-ce que les versions Total Recall, non, putain. Les différentes versions comptent comme des films différents ou pas? Ah putain. Non, pas d'eau. I've no fucking idea. Attendez. Réfléchissez, qui est le réalisateur de 2049? Villeneuve. Voilà. Je vous ai dit, il est très apprécié de Denis Villeneuve, ce film. Ah, de Denis Villeneuve? Oui. Ah, je croyais du réalisateur de 2049. Ah, non. J'ai pas écouté 2049. Allez, un petit. Attends, parce que si tu donnes l'indice. Non, je joue pas d'indice, je dis un petit effort, j'ai dit. Ah. Non, carrément pas. Redonne l'indice et il rejoue comme ça. Non. Mais bon, à la voix, je vois pas. Non. Non. Bon, c'est quoi? Dune. Ah, c'est vrai. Oui, je sais, merci. Elle joue dans Dune, le premier. C'est vrai. Franchement, Dune m'a pas marqué. Elle joue quoi dedans? Je sais pas, une Fremen, je crois, la meilleure amie. Attends, tu veux dire elle joue la. Le premier Dune de premier Dune de Lynch. De Lynch, ouais. Oui, mais c'est bon. Il n'y a pas de question dessus, t'inquiète pas. Il m'a pas marqué. Elle joue la mère. Oui, elle joue la mère. Ah, ok. Bon, putain, j'ai aucun souvenir. Allez, 8ème question. Putain. Non, 9ème question, pardon. Déjà 9ème, ah ouais. 0. On est nul. Quel est le seul film. Ah oui, quel est le seul film qui réalise où Ridley Scott est aussi le scénariste? Il y a un film qu'il a réalisé et a été scénariste aussi. Putain, c'est dur.
Vous avez la filmographie de Ridley Scott. Alien 2. Non. Alien 2, c'est Cameron. Alien, j'avais dit au début, pardon. Kingdom of Heaven. Non. Top Gun. Non, mais tu peux pas le dire plus fort, hein. Top Gun. Non. Allez, encore un petit tour, les gars. Avec un petit tour avec un petit indice. Un petit tour avec un petit indice. C'est un film avec Idris Elba. Prometheus. Bravo. Je me rappelle même plus qui était Idris Elba dans Prometheus. Oui, c'est le capitaine du vaisseau. Il se tape la blonde, là. Charlize Theron. Pas mal ça. Bien joué, Idriss. Et t'as rendu que ça du film. C'est vrai. Avec son petit. Parce qu'il se sacrifie pour sauver les autres quand même, hein, au-delà de ça. Il s'est sacrifié là aussi. Il joue de sa guitare, là, son banjo. Là, et dernière question qui vaudra 2 points. Oh. Peut-être que je vais. De toute façon, j'ai 4. Exactement, c'est pour ça que j'ai dit ça, ils ont même pas capté. Ouais, non, mais fais-le pour le fun, hein. Ouais. Au moins que j'ai pas zéro. Dans combien de films Harrison Ford et Ridley Scott ont collaboré? Vos 2 points, parce que si vous me dites le nombre, vous avez le juste, et si vous me dites le film, collaboré. Les films. Oh putain. On ne souffle pas derrière le public. Putain, tu sais que c'est pas évident ces questions. Hein. Ouais. Allez. Putain, j'essaie d'en voir un deuxième en fait. Ouais, c'est ça. Ah ben. Franchement, je vais dire 2. Non. Seb. Je vais même pas le deuxième. J'en sais rien. C'est forcément moi un deuxième. Non, mais je peux te dire, je te dis 4, tu vois. Non. Voilà. Mais. Aucune idée. 5. Non, indice, parfois la réponse est plus simple qu'il n'y paraît. On l'a dit. Je laisse. Merde, je gagne. Je laisse mes 2 points, merde. Il passe devant. Et c'est quel film du coup? Ben, du coup, il y a Blade Runner. Et voilà. Putain, tu sais quoi, le pire, c'est que mais ouais, mec, j'y ai pensé aussi, tu vois. Mais dans la question, tu dis quels sont les films. Non. Bah, si. Combien, non, il a dit dans combien de films? Combien de films ont collaboré? On était là. J'ai les 2 points, puisque. En fait, il m'a fait peur parce qu'à un moment, il dit attends, j'en vois pas d'autres. En fait, oui, parce qu'en fait, il n'y en a pas d'autres. Ouais, mais il y a toujours un film. Non, mais il n'y en avait pas d'autres, c'est vrai. On va passer aux recommandations avant cette fin d'émission. Je garde la ceinture du coup. Bravo, tu gardes la ceinture, bravo. Champ. On n'a pas de ceinture, mais c'est une ceinture dans nos cœurs. J'étais pas serein aujourd'hui, je te cache pas. Des clients là. Ouais, il y a des clients. Ouais, Bob. Bon, les questions étaient. Attends, la dernière fois, tu as fait équipe avec pas. Oui, bah voilà. Il a été très bon d'ailleurs. Ouais. Mais non, le truc, c'est les vitesses. Moi, la vitesse, je suis. C'est pas ce truc là. Je lève pas la main, il dit là. Ah, mais il est très studieux. Ah, il est gentil, il est trop gentil. C'est ça. Faut que j'ai plus faim. Et toi, Seb, qu'est-ce qui t'est arrivé? Toi qui avait des réponses comme ça. Muscle ton jeu. Ouais, muscle ton jeu, ouais. C'est ça. Recommandation, on va commencer par toi parce que tu m'as demandé si on avait des recommandations. Moi, la recommandation, je vous l'ai donnée tout à l'heure, en fait, au final, c'est de se faire le combo, la trilogie Metropolis. C'est-à-dire que ta recommandation que tu me demandes en off, tu l'as fait pendant l'émission? Non, j'ai demandé si on le faisait. Oui, c'était prévu. Mais voilà, donc c'est de faire vraiment donc on va mettre trilogie. Je regarde Fred pour le montage. Je veux dire, Metropolis, Blade Runner et Ghost in the Shell. Et si vous avez un peu de temps, vous regardez le deuxième de Ghost in the Shell aussi. On le mettra là. Voilà. Juste là. Il y a plus de. C'est génial, Ghost in the Shell. La musique de Ghost in the Shell est énorme aussi. Ouais. Alors, le Ghost in the Shell, pas le film avec Scarlett Johansson. Oui, non, l'animation. Vomit sinon. Mais non, mais arrêtez, vous êtes dur quand même. C'est de qui déjà le Ghost in the Shell? Le réalisateur de l'anime. Ah, je sais plus. Je sais plus qui c'est. C'est pas Akira Toriyama, c'est le seul que je connais. Je vais le retrouver, attends. Pendant que Bob fait son. Allez, Bob, c'est quoi tes recommandations? Bah écoute, moi je suis en train de lire un livre en ce moment, donc ça s'appelle Méridien de sang. C'est un livre type western, quoi, mais ultra violent, très bien écrit. Cormac McCarthy. Oula, c'est pour ça que je voulais pas dire dès le début. C'est celui qui a fait La Route, qui a écrit La Route. Ah oui, très bien. Et vraiment, c'est un super écrivain et du coup je suis en train de me régaler. Il est pas évident parce que très bien écrit, mais il y a des moments Méridien de sang. Méridien de sang. De Cormac McCarthy. Cormac.
comme Cormac, mais avec un M. Cormac McCarthy. C'est ça, exact. Tu as un nom de burger, ça. C'est ça. Je vais prendre le double Cormac McCarthy. Allez chercher ça. Allez chercher ça vite. Pas d'eau. C'est Mamoru Oshii, le réalisateur de. C'est pas la question qu'on te pose. C'est pas une question qui gagne pas de points là. Je sais, j'avais pas besoin de faire ça. Donc non, moi je viens de finir la série Watchmen. Ouais. Alors pour les gens, moi à la base je suis pas fan de super-héros ni de films de super-héros, je les regarde certains, mais c'est pas on va dire ma tasse de thé. Le film Watchmen, je l'avais vu au cinéma à l'époque avec Biff d'ailleurs, j'avais adoré. Il était trop bon. Et ça faisait un moment que je devais regarder cette série qui est sortie en 2019 d'ailleurs. Oui. Toujours cette. Il y a le lien. Et en fait la série est vraiment cool. Elle est vraiment originale. En même temps, elle reprend un peu. En fait, c'est la suite du film en gros. C'est pas après, donc c'est super bien fait. C'est très intelligemment scénarisé, agréable surprise. Donc pour les gens qui aiment bien les super-héros, qui aiment bien la science-fiction, qui aiment bien le film Watchmen. Et lisez le comics parce que aussi, Alan que Moore, c'est vraiment, je vous le conseille vraiment. Alan Moore, il y avait pour Vendetta et du coup Watchmen, ce sont des chefs-d'œuvre. Je 3-0, je regarde From Hell aussi. Il y a 3-0, c'est pas Antoine Fromel aussi, voilà. Mais From Hell, je l'ai pas lu, donc je peux pas le conseiller. Fromel, il est comme ça. Ouais, c'est un mot. Mais je regarderai tu vois, parce que j'aime bien cet univers. Watchmen, c'est un univers que j'aime beaucoup. Je te le conseille parce que il est vraiment différent du film. Il y a les intentions, elles sont là, tu vois. La noirceur, il est toujours. Ouais. C'est très poussé, ça va très loin, quoi. C'est très bon. Rorschach dedans, il est costaud. Pour mes recommandations, je recommanderais un lieu atypique chez qui nous allons faire un nouveau format de vidéo de 15 minutes qui présente des lieux atypiques marseillais. Yeah. Donc ça peut concerner le cinéma, le gaming, mais aussi ça peut concerner la restauration. C'est des lieux qui sont originaux, on va dire. Top. Voilà, et donc je vous conseille Metal Geek Solid. Très bon nom. Oui, très bon nom, avec une ref. Une petite ref cachée. À peine dissimulée. C'est ça, que seuls les initiés pourront. Exactement. Et voilà, tenu par Tony, que j'embrasse, et chez qui on va aller faire notre première émission de format court, qui nous accueille gentiment. Merci à lui. Donc, checker nos réseaux pour rester à l'affût de cette vidéo. Yes. Et aller faire un tour dans son magasin parce qu'il y a vraiment des trucs très cool à découvrir, des figurines, des jeux vidéo, du rétro gaming. Régalez-vous. Des animés, des bouquins, voilà. Donc c'est rue du village. Donc voilà. Si vous avez, c'est noté. vous passez par là, allez-y. Viteuf. En masse. Merci à vous à tous les trois d'ailleurs. Merci à vous. Merci à toi. Merci à vous. Merci. J'étais un peu fatigué pendant cette émission, je vous cache pas, parce que la soirée d'hier a été longue. Je suis en meilleure forme que toi au final. Ouais, c'est vrai. C'est le double Dafalgan. Mon âge plus avancé. Au final, je suis encore un lion. Mais je pense qu'on a fait quelques années avant de tomber. Belles années. Je pense qu'on a fait le taf. Magnifique. Fait le boulot, les gars. Et on se retrouve le mois prochain pour la prochaine émission avec plein de trucs qui arrivent, notamment l'émission avec Faflarage que nous avons fait à Cap Victor et le format court comme je l'ai dit. Et le mois prochain ce sera Truman Show, le film. Truman Show, ok. Truman Show, on reparlera de Kadik. Exactement. Super. Finalement, je pense qu'il va nous donner des royalties. Tu vas changer la brigade de Kadik. Ouais, on va faire ça. On va faire que ça. Ciao, merci, portez-vous bien. Et merci les gars. Merci beaucoup. À plus.